Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins et investisseuses malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Vous venez de vivre la période de crise sanitaire et vous êtes mis en quête d'un logement et d'un extérieur vous permettant de vivre d'éventuels futurs confinements dans de meilleures conditions. Allez, on va pas parler de ça, on est optimiste. Vous avez trouvé le logement de vos rêves et là, la nouvelle tombe. Votre banque refuse de vous accorder votre crédit immobilier. Elle vous parle d'HCSF, de taux d'endettement, de taux d'usure, etc. Dans ce contexte de hausse de taux et d'explosion de refus de prêt, nous voulons savoir s'il existe néanmoins des solutions pour obtenir un financement, Gaëtan. Eh bien, sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre quête du crédit immobilier qui vous permettra donc de réaliser votre projet. Pour nous parler de ces solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, la référence des courtiers en crédit qui vous accompagne dans la recherche de la meilleure solution de financement partout en France. Alors Julie Bachet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, avant toute chose, pouvez-vous un peu nous éclairer sur ce qu'est ce fameux HCSF et quelles sont ces nouvelles règles dont on nous parle sans cesse ? Oui, bien sûr. Alors le HCSF, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière. Donc c'est un organisme d'État qui a vocation à surveiller, la stabilité et la sécurité du marché financier. Et notamment éviter des recours trop importants au crédit ou d'en faire des effets de levier. Du coup, dans son application pour le crédit immobilier, il y a deux règles majeures qui s'appliquent depuis déjà début 2021, qui sont maintenant des normes juridiquement contraignantes et qui sont de ne pas dépasser un taux d'endettement de 35%, assurance comprise, et de ne pas dépasser des durées de prêt de 25 ans. Voilà, c'est les deux mesures les plus encadrantes. La préconisation est devenue une obligation. Exactement. La préco qui était édictée début 2021 est devenue une norme juridiquement contraignante aujourd'hui. Donc, les banques sont surveillées et payent des amendes si elles ne respectent pas ces règles-là. Voilà, et les banques détestent payer des amendes. Donc nous avons ce tableau clair de ce qu'est ce fameux HCSF et des règles qu'il impose désormais. Mais on a l'impression que la situation et la dynamique actuelle géopolitique, etc., aggrave encore plus les choses. Et puis, nous avons ce fameux effet ciseau dont on parle de plus en plus, provoqué finalement par le taux d'usure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors effectivement, on a un empilement de contraintes aujourd'hui qui rendent l'accès au crédit assez compliqué, puisqu'on avait déjà ces normes du HCSF qui rendent l'accès au crédit plus difficile, et notamment pour les investisseurs. Et puis on a aussi maintenant cet effet supplémentaire qui fait que le taux d'usure augmente, mais augmente moins vite que les taux d'intérêt, puisque ces derniers ont pris quasiment 1 point en moins d'1 an. Donc c'est quand même extrêmement important. Le taux d'usure, lui, augmente moins vite. Et du coup, même quelqu'un qui aurait un taux d'endettement qui rentrerait dans les critères du HCSF pourrait aujourd'hui être empêché d'emprunter, puisque le taux auquel il pourrait emprunter est supérieur au taux d'usure, et donc une banque ne peut pas prêter à un taux supérieur au taux d'usure. Rappelons juste pour nos auditrices et nos auditeurs ce qu'est le taux d'usure. Alors le taux d'usure, c'est le taux auquel une banque ne peut pas prêter au-delà de ce taux-là, et ce taux est calculé sur la base des taux effectivement constatés au cours du dernier trimestre, augmentés d'1 tiers. Voilà. Alors, dans ce contexte qui est finalement assez négatif, oui, c'est quand même pas super joyeux, qu'est-ce que vous pouvez préconiser justement aux personnes qui veulent investir et qui veulent réaliser un projet immobilier via un crédit, via un prêt ? Vous voyez, au-delà du fait de venir voir un courtier, donc il y a une des solutions est effectivement de venir voir un courtier, puisque nous, on a, accès à l'ensemble des règles de chaque banque, à leur positionnement en temps réel, parce qu'en règle générale, ils ne changeaient leur taux qu'une fois par mois. Compte tenu de l'actualité, le changement de grille peut être plus régulier que ça. Donc nous, on a les grilles en temps réel. On sait quelle banque s'est un peu retirée du marché, quelle banque, au contraire, en fait une opportunité pour aller capter de la clientèle additionnelle. Donc, rassurez-nous, ça ne change pas comme un cours de bourse au cours de la journée, quand même. Non, c'est pas au cours de la journée, mais c'est vrai que la tradition, c'était une fois par mois, et ça a pu être tous les 10 jours. D'accord. Parce qu'effectivement, les marchés fluctuent beaucoup. L'OAT, par exemple, a pris 0,4 points en 6 jours. Oui. D'accord. Donc, on en vient évidemment à une question que beaucoup d'auditeurs se posent. Finalement, quel est l'intérêt de passer par un courtier ? Vous avez effleuré un petit peu la réponse avec le fait que vous avez accès à différents centrales des banques, enfin différents services centraux des banques, qui permettent de décrocher ce prêt. Car bien évidemment, vous n'êtes pas philanthrope, mais pour autant, compte tenu de ce qu'on vient de voir, vos marges de manœuvre sont quand même réduites, non ?
Oui, alors de toute façon on ne peut pas influencer les taux des banques et c'est vrai qu'aujourd'hui compte tenu du contexte, la négociation est d'autant plus difficile qu'elles ont déjà des marges extrêmement réduites quand elles en ont encore. Mais parmi les solutions qu'il peut y avoir ou l'intérêt à passer avec un courtier, c'est qu'effectivement on connaît les banques françaises, on a parfois accès aussi à des banques étrangères, on a parfois aussi des solutions parfois de restructuration de crédit ou de consolidation patrimoniale qui permettent de préparer son projet en amont. Vous avez accès à des banques étrangères. Ça, c'est quelque chose intéressant, ça. Auquel on n'était pas forcément au courant. Ça peut être plus intéressant. Il y a peut-être plus de contraintes aussi derrière. En fait, elles ont une approche plutôt différente du crédit qui va être vraiment un crédit hypothécaire. Et donc, elles vont d'abord se concentrer sur la valeur du bien avant d'être exclusivement dans le sujet du taux d'endettement comme le sont les banques françaises, puisque la majorité des crédits en France sont plutôt avec une caution bancaire et non pas une hypothèque. Oui. Alors que ces banques-là qui vont faire des crédits hypothécaires vont essentiellement se concentrer sur la qualité du bien. D'accord. Donc finalement, avec tout ce sorte de tableau de bord que vous nous décrivez, parce que vous avez accès à plusieurs valeurs, plusieurs données, est-ce que pour vous, justement, vous arrivez à catégoriser vos clients et à finalement avoir un classement des partenaires avec lesquels vous travaillez, donc des banques, avec celles qui, par exemple, vont peut-être prêter plus facilement ou sur tel ou tel projet. Finalement, est-ce que vous avez ça à disposition et est-ce que c'est un peu ça le jeu du courtier, c'est de positionner le client ou l'investisseur dans le bon segment par rapport aux banques avec lesquelles vous travaillez? C'est tout à fait ça. En fait, c'est d'être en capacité quasiment à l'instant T, je dirais, et régionalement, parce qu'il y a quand même énormément de banques régionales encore avec des politiques qui peuvent être différentes d'une région à une autre, c'est être capable de dire en fonction du profil du client, de son projet, de sa situation, finalement, quelle est la banque qui peut apporter la réponse la plus adaptée et quelle est la banque qui va être intéressée par ce profil-là. Parce que d'une banque à une autre, certaines vont aller chercher des profils, plutôt des très gros profils, gros revenus, d'autres vont aller chercher des familles, d'autres vont aller chercher des financements courts, certains plus longs. Donc effectivement, nous, notre plus-value, c'est d'être en capacité à connaître tout ça et d'éviter au client d'aller faire lui-même le tour de l'ensemble des banques et puis c'est lui permettre d'accéder aussi à ces banques même alors moi j'appelle ça la consolidation patrimoniale mais on peut appeler ça le RAC ou la restructuration de crédit. Ce ne sont des banques qui ne travaillent qu'avec des intermédiaires donc qui ne sont pas accessibles pour un client final. D'accord. Il ne peut pas aller voir une banque spécialisée en RAC en disant je voudrais un RAC. Ces banques-là ne travaillent que en j'allais dire B2B2C mais qu'avec des intermédiaires professionnels. D'accord. Intéressant. Donc la plupart de nos auditeurs sont des investisseurs, bien sûr. Est-ce encore pour eux possible d'obtenir des prêts immobiliers? Y a-t-il des astuces pour leur permettre de bien présenter le dossier, même si on passe évidemment par votre intermédiaire? J'imagine que vous devez suggérer quelques éléments à bien soigner pour présenter le dossier. Alors, au-delà de soigner, parce qu'on est souvent sur des beaux profils, quand même, sur des investisseurs, mais du coup, il y a déjà un empilement de crédits, souvent. Donc, on peut intervenir d'abord pour consolider l'ensemble de ces crédits, rééchelonner la dette sur une durée plus longue, ce qui permet de relibérer une capacité d'endettement, en tout cas d'emprunt, tout en restant dans ces 35% d'endettement. Il faut savoir que tous les investissements qui sont faits par l'intermédiaire de SCI ou de SARL ne sont pas considérés comme des prêts aux particuliers et donc ne sont pas soumis à ce problème de taux d'usure. Donc on a accès à une grille différente. On n'a pas la même contrainte que celle des crédits accession puisque le taux d'usure ne s'appliquant pas. Là, ça dépend de la grille de taux des banques, je dirais. On a même des banques spécialisées en crédit immobilier qui sont très friands de ces acquisitions par l'intermédiaire de SCI. Par contre, excusez-moi, sur la SCI, en fait, le taux d'endettement s'applique quand même à chaque associé de la SCI, j'imagine. En cumulant les charges et les revenus de chaque associé. Mais l'endettement n'est pas... Chaque associé ne doit pas pouvoir porter seul l'ensemble des charges. Oui, on va bien sûr. raisonner plutôt comme un peu une indivision. Oui. Voilà, on va retenir toutes les charges, tous les revenus, mais les règles n'étant pas forcément non plus celles du HCSF, on n'est pas forcément soumis aux 35% d'endettement. D'accord. Donc le financement des professionnels n'est pas soumis aux mêmes règles que le financement des particuliers. Donc parfois, ça peut être ça le conseil qu'on peut apporter aussi, nous ou un expert comptable ou peu importe, de dire peut-être réfléchissez aussi à des investissements par l'intermédiaire de SCI ou de SARL. Et comment, parce qu'on a évoqué effectivement que vous avez la possibilité donc de solliciter différentes banques, comment vous gérez justement cette relation avec les banques? Comment vous développez les partenariats? Parce que
que quelque part, vous leur préparez un peu le travail, mais vous empiétez un petit peu aussi sur une capacité de service qu'ils pourraient proposer. Donc comment vous gérez justement ces relations avec les banques ? Est-ce que vous pouvez travailler avec toutes les banques ou est-ce que vous avez plutôt tissé des relations avec un choix de banques, on va dire ? Alors du coup, il y a beaucoup de questions dans votre question. Oui, je vais essayer de répondre à toutes. Je ne pense pas qu'on prenne une partie du travail des banques, au contraire, puisque justement, elles ont des orientations aussi de clientèle à capter, de typologie de clientèle, et nous, le sachant, on va justement leur amener la clientèle qu'elles cherchent. Donc c'est ça qu'elles viennent chercher par l'intermédiaire des courtiers, c'est aller capter une clientèle qu'elles ne capteraient pas toutes seules, et aller chercher la clientèle qu'elles recherchent, régionalement, localement, etc. Donc, moi, je suis une ancienne banquière, donc on travaille ensemble, et pas l'un contre l'autre. D'accord. Donc on leur facilite le travail un peu plus qu'un petit peu. On prépare le dossier, on le préanalyse, donc on leur fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, sur est-ce qu'on travaille avec l'ensemble des banques ? Alors on n'a pas des conventions bancaires forcément avec toutes les banques, puisque certaines banques ont pris le parti de ne pas travailler avec des intermédiaires ou des IOBSP, enfin avec des courtiers en l'occurrence. Pour autant, rien ne nous empêche de travailler avec elles, dans le sens où on peut aussi, nous, aujourd'hui courtiers, faire ce qu'on appelle du conseil indépendant. Donc on peut dire à un client, voilà, on va analyser sa situation et lui dire, compte tenu de votre situation, l'offre la plus adaptée, c'est celle de tel établissement. Et à ce moment-là, en revanche, on ne va pas faire les démarches pour lui, on ne va pas monter son dossier, mais on peut lui donner un conseil en lui disant, pour X raison, c'est telle banque, et même si on n'a pas de convention, ne pas avoir de convention avec eux veut dire pas avec telle banque, veut dire qu'on ne va pas être rémunéré par elle, mais ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec elle. Et pour la dernière partie de votre question, est-ce qu'on travaille avec toutes les banques ou avec certaines ? Alors, on a accès, nous, chez Vous Financer, à plus de 150 banques. Pour autant, on ne travaille pas. Toutes mes agences ne travaillent pas avec toutes les banques. Donc, je dirais chacune a entre 10 et 15 partenariats. Après, on sait qu'il y a des banques qui sont plus dynamiques sur le sujet du crédit immobilier que d'autres. Donc, évidemment, on travaille plus avec certaines banques qu'avec d'autres, mais justement en lien avec le fait qu'elles ont plus de volonté de développement de leur portefeuille de clients par l'intermédiaire du crédit immobilier. Au niveau de l'accompagnement chez Vous Financer, il commence à quel moment et il se termine à quel moment ? Alors, j'espère qu'il se termine jamais, puisque l'idée, c'est d'accompagner dans le temps. Un projet, oui, sur un projet. Alors, il peut commencer très tôt, puisque je pense, et ça fait d'ailleurs réponse à l'une des questions que vous avez avant. Excusez-moi, pour être plus précis, est-ce qu'il vaut mieux aller vous voir avant d'aller entamer des visites, ou alors trouver un bien et puis se mettre en quête du prêt ? Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Le plus tôt on vient nous voir, plus on est sûr d'avoir un projet qui est adapté à ce qu'on peut financer. Et donc c'est vrai pour les investisseurs, mais pour les accédants. Compte tenu des contraintes qu'on connaît aujourd'hui, il y a tout intérêt à venir rencontrer d'abord son banquier ou un courtier pour vérifier quelle est sa capacité d'emprunt avec ses contraintes d'endettement, avec ses contraintes de taux d'usure. Donc nous, on peut accompagner, je dirais, dès qu'on a une envie de devenir propriétaire, quel que soit l'objet de l'acquisition. Et puis on va accompagner à minima jusqu'à la signature chez le notaire. D'accord. Et bon, raccourci un peu rapide, on entend parfois qu'au niveau du courtier, ce qui est mis en avant, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le regroupement de crédits. Finalement, est-ce que le courtier va essentiellement travailler sur ce regroupement de crédits pour proposer quelque chose d'intéressant à l'investisseur, ou bien est-ce que le courtier a accès, malgré tout, à d'autres produits, d'autres choses qui ne sont pas nécessairement accessibles par le particulier et qui, justement, ne cantonnent pas l'activité au regroupement de crédits ? Alors je dirais même que traditionnellement, il y avait des courtiers spécialisés dans le financement de l'accession, de l'immobilier, et des courtiers spécialisés dans la restructuration de crédit ou dans le RAC. Nous, aujourd'hui, nos franchisés et nos agents sont en capacité à faire les deux. Et c'est important, puisque parfois, il faut jongler entre les deux. Parfois, c'est la conjugaison des deux. Au-delà du RAC, je parlais tout à l'heure des banques étrangères qui ont une approche exclusivement hypothécaire. Là, on n'est pas forcément dans un rachat de crédit. Ça peut être le financement d'un nouveau projet sur la base d'un prêt débloqué sur la valeur d'un bien dont on est déjà propriétaire. Donc, j'ai un bien qui est valorisé 500 000 €. Nous, on peut trouver une banque qui va dire je peux vous avancer 300 000 € pour financer un nouveau projet en me basant sur la valeur du bien dont vous êtes déjà propriétaire et du futur bien. Passons maintenant à la question du mois, rapidement, qui nous est posée par Emmanuel de Vimereux. Les conditions d'obtention des prêts se sont sévérisées avec les nouvelles règles et consignes du HCSF. Qu'en est-il des personnes ayant eu une grave maladie ? Cela doit devenir impossible pour elles d'obtenir un prêt ?
effectivement. Alors, pas forcément. Là, pour le coup, je dirais que la mise en application de la loi Lemoine, elle va faciliter un petit peu l'accès à l'assurance pour des personnes qui ont une grave maladie, notamment avec la réduction du droit à l'oubli pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer. C'était 10 ans, c'est passé à 5 ans. Ça a même été étendu aux personnes qui ont souffert d'une hépatite C virale. Donc, on voit que le droit à l'oubli s'étend. Et puis aujourd'hui aussi, si vous faites un prêt de moins de 200 000 € qui se termine avant vos 60 ans, il n'y a plus de questionnaire de santé. Donc des personnes qui ont pu être malades, mais qui rentrent dans ce cadre-là, donc 200 000 € maximum et moins de 60 ans, elles n'auront pas à déclarer qu'elles ont eu un souci de santé. Donc je dirais que au niveau de l'assurance, pour les personnes qui ont eu un problème de santé, l'accès s'est facilité depuis la mise en application de la loi Lemoine. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Bien, Julie Blachet, merci. Rappelons à nos auditeurs que vous êtes directrice générale de Vous Financer, la référence des courtiers en crédit. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Julie Blachet. Merci à vous, messieurs. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.